Rebonjour, merci à nos fidèles participants de nous avoir rejoints cet après-midi et aux nouveaux arrivants, bienvenue. J'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Berger, directeur de la création à l'Arcom, qui nous présente l'enquête de l'Arcom sur la photographie. Je pense que ça nous éclairera sur les pratiques aujourd'hui des internautes par rapport à la photographie. C'est une enquête très utile et que l'on attendait avec impatience, qui vient d'être remise officiellement. Donc Raphaël, merci pour votre présentation qui, je pense, nous servira à tous beaucoup à la suite. Merci beaucoup. Attendez. Allô, ça marche. Est-ce que vous pouvez mettre le... Il va arriver. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Raphaël Berger, directeur de la création de l'Arcom, autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Donc je suis ravi de vous présenter cette étude donc, sur le marché de la photographie, sur le secteur de la photographie en ligne, qui va vous présenter un panorama à la fois des usages et de l'économie du secteur. Donc, pour vous présenter rapidement la méthodologie, donc c'est une étude complète qui est publiée aujourd'hui même sur le site de l'Arcom, réalisé qui comprend 2 volets. Donc un volet économique réalisé par le cabinet PMP qui permet de cartographier l'écosystème de la photographie professionnelle en ligne, distinguer les segments, comprendre les grandes tendances et qui avait pour objectif final de réaliser une estimation financière du marché complet de la photographie. Et je remercie d'ailleurs à ce titre Sandrine Hérol du ministère de la Culture, avec qui nous avons beaucoup échangé justement pour calibrer toute la cartographie et reprendre une nomenclature, une segmentation commune et au secteur de la photo qui reprend les segmentations déjà utilisées. Donc c'est une étude qui a été réalisée avec une analyse documentaire et une vingtaine d'entretiens de professionnels et d'experts, et un deuxième volet centré sur les usages réalisé par l'Institut IFOP, qui a permis d'explorer toutes les attitudes, les pratiques, de comprendre aussi le rapport à la licéité des usages, donc un volet en 2 phases, avec une phase qualitative et une phase quantitative. Avant d'entrer dans les usages des internautes, qui sont des usages massifs, ce que l'on voit et que l'on constate tous, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit du fait des réseaux sociaux, du développement des réseaux sociaux d'un côté, du smartphone de l'autre, on va dire depuis une douzaine d'années, Instagram a été créé en 2010, Snapchat aussi en 2010, Pinterest aussi en 2010, donc c'est à peu près depuis une douzaine d'années, on aperçoit on se rend bien compte qu'on est entouré par les photographies, par les images, qu'on vit dans un monde d'images, que ces images sont de plus en plus nombreuses, qu'elles sont massivement partagées, on va le voir, et donc qu'elles participent d'une sorte de désacralisation, si je puis dire, de banalisation de la photographie, et qui peut impliquer une perception amoindrie, non pas au sens artistique du terme bien sûr, mais de la photographie en tant qu'œuvre protégée par le droit d'auteur. On va le voir dans la perception que peuvent avoir les internautes utilisateurs, j'allais dire entre guillemets consommateurs de photos, même si le terme est évidemment difficile à appréhender lorsqu'on parle d'une œuvre d'art. Donc ce rapport à la photographie, il est, j'en finirai mon préambule, il est finalement à la fois actif parce que tout un chacun en tant qu'internaute produit des photos, on va le constater, mais il est aussi assez passif puisque cet accès à la photo, cette consommation est assez banalisée parce que des photos, il y en a partout. Et c'est en ce sens qu'il y a des usages massifs, puisque 79% des internautes ont accès, consomment, accèdent à des recherches des photographies. Vous voyez, c'est même une pratique extrêmement quotidienne. 29%, quasiment un tiers des internautes recherchent des photos tous les jours ou presque. Ça se passe principalement sur les moteurs de recherche, et pour 72%, donc de quasiment les 3/4 des cas, et 64% sur les réseaux sociaux. Je vois que certains sont en train de photographier l'écran. Vous allez tout avoir sur le site de l'Arcom. Vous aurez l'ensemble. Et je pense qu'après, on mettra aussi cette présentation, mais vous aurez tous les rapports qualitatifs, quantitatifs, notes de synthèse, donc ne vous embêtez pas à photographier. Mais vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, c'est en accès libre.
C'est en accès libre. Et vous le voyez dans une moindre dimension, la notion de banque d'images, sites de musées, news, enfin sans tout détailler, sont utilisés par un peu moins de la moitié des internautes et surtout beaucoup moins régulièrement, c'est normal. Internet, la recherche d'informations, la recherche sur Internet, ce sont les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. C'est un point très important. Les réseaux sociaux sont une porte d'Internet, c'est même l'Internet pour des générations plus jeunes. Donc c'est principalement via ces deux moyens que l'on accède à des photographies. Cette pratique cette recherche, cet usage de la photographie se fait très majoritairement dans un cadre privé, puisque 76% des internautes qui recherchent des photos le fait dans un cadre privé, ce qui veut dire, 76% des internautes tout court, c'est-à-dire 96%, 76 sur 79%, donc la quasi-totalité des internautes, lorsqu'ils cherchent des photos, le font dans un cadre privé. Le cadre professionnel ou le cadre académique apparaissent dans une moindre mesure. Le cadre professionnel, donc c'est un quart environ des internautes qui recherchent des photos. Quant au cadre académique, vous voyez 9% des internautes, c'est un ratio relativement faible. Ces photos, on va voir plus tard quelles sont les utilisations que l'on peut faire de ces photos. Ce qui importe à partir du moment où on est dans un cadre plutôt privé, c'est que ce rapport à la photo et cette consommation, cet accès à la photographie se fait principalement de manière gratuite. 19% de manière générale des internautes peuvent utiliser les services de façon payante, mais si on creuse un peu plus, c'est 86% des internautes accèdent à des photos dans un cadre privé de manière gratuite. Ça, on le constate tous, une fois encore, face à l'opulence, à la profusion de photos, lorsqu'il s'agit de prendre une photo, de la diffuser sur des réseaux sociaux ou pour je sais pas, mettre sur son fond d'écran, etc. Évidemment, on le fait de manière gratuite et l'usage devient payant en progressant, un peu plus dans le cadre professionnel. 35% le font aussi dans un cadre professionnel, puisque là, on sent bien qu'on est dans un univers qui peut être régi aussi par du droit d'auteur, par des règles, et qu'on ne peut pas faire complètement n'importe quoi et ne pas respecter le droit d'auteur dans un cadre professionnel. Dans un cadre académique, c'est assez intéressant, on peut quand même le mentionner, puisqu'on a un taux de paiement équivalent au cadre privé, ce qui posera des questions, on verra par la suite, de sensibilisation. Il y a peut-être aussi une sensibilisation à faire auprès du public académique et aussi auprès de la communauté éducative pour sensibiliser les élèves aux droits d'auteur en général et plus particulièrement aux droits d'auteur liés à la photographie. On y reviendra dans la fin de cette présentation. Donc cet usage est majoritairement gratuit. Lorsqu'il est payant, on arrive quand même à un budget annuel qui peut être, d'après les estimations réalisées dans le cadre de cette étude, autour de 124 € pour un panier moyen annuel, évidemment qui est un peu supérieur dans le cadre professionnel, 114 €, et beaucoup moins dans le cadre académique, 54 €, avec un juste milieu dans le cadre privé, avec à 99 €. Et une fois qu'on a fait ce premier panorama de cet accès à la photo, quels sont finalement pour quel type d'utilisation recherche-t-on, les internautes recherchent-ils des photos, et sur quel type de moteur, via quel moyen? On a vu tout à l'heure qu'on avait principalement le moteur de recherche et les réseaux sociaux, que vous voyez, ce sont les deux courbes rouges et vertes qui sont tout en haut, avec différentes grandes catégories. En fait, on peut considérer trois grandes catégories de types d'accès de consommation à la photo. La consommation qu'on peut qualifier de divertissement, donc ça va accéder à des photographies, par exemple via un fil d'actualité, via la page des amis que l'on peut suivre sur les réseaux sociaux. Donc ce ne sont pas des critères a priori, on est vraiment dans la consommation la plus passive qui soit, puisqu'on est vraiment en train de recevoir des photographies. Ça va se passer
Donc vous voyez, c'est se détendre, se divertir, s'informer sur l'actualité, donc ça va passer par les moteurs de recherche, mais aussi les réseaux sociaux. Vous avez la consommation d'inspiration, qui est très souvent ce qu'on a pu voir dans les trouver de l'inspiration, vous voyez, à 67% sur les moteurs de recherche, 61% sur les réseaux sociaux, avec, pour ne pas le citer, Pinterest, qui est le réseau social, on va dire, inspirationnel, même si d'autres plateformes, évidemment, comme Instagram, comme Facebook, lorsqu'on suit des influenceurs, peut jouer ce rôle de recherche d'inspiration par le biais de la photo. Et enfin, une consommation qu'on peut qualifier plus de sélection dans le cadre de recherche d'images avec un but précis, par exemple une illustration de documents, que ce soit académique, que ce soit professionnel. Donc c'est illustrer un support où ce que l'on voit, c'est évidemment une progression, un recours plus fort au moteur de recherche à 73%, puisqu'on est dans une recherche très spécifique. Et finalement, toutes les autres modes d'accès à la photo, que ce soit la banque d'images, les agences de presse, les sites de photographes ou d'agences, sont beaucoup moins utilisés, sauf pour la notion de culture se cultiver, donc site de musée ou de galerie, donc où là on voit 42% des internautes nous déclarent utiliser ces sites, puisqu'évidemment on est à la fois dans quelque chose qui peut être artistique, loisir, inspirationnel, et en même temps extrêmement précis, extrêmement ciblé, puisqu'on recherche de la photographie, des photographies, dans un but précis d'accès à la culture. Donc, ce qu'on constate, mais c'est un peu un des fils conducteurs de l'accès et du rapport à la photo, c'est le rôle très fort des réseaux sociaux, qui posent évidemment aussi des questions, on va le voir, on verra par la suite, de monétisation et d'identification et de monétisation des contenus. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. C'est que les internautes, évidemment, partagent les photos trouvées sur Internet. Là, on pourrait dire que la photographie est une sorte de langage vernaculaire des réseaux sociaux. On partage tout. À la fois, on accède, on partage des photos, que ce soit des photos de vacances, des images de soi, des images des lieux que l'on voit, etc. Donc, c'est vraiment presque une fabrique de signes, la photographie, encore plus même que le post. Et un post seul sans photo, LinkedIn nous dit bien que c'est beaucoup moins efficace. Donc les réseaux sociaux sont évidemment le premier moyen de partage de la photographie. 58% des internautes qui partagent des photos le font par le biais des réseaux sociaux, soit à peu près un tiers des internautes, ce qui crée évidemment une masse de photographies, qu'elles soient produites par les internautes ou qu'elles soient produites par d'autres et donc éventuellement protégées par du droit d'auteur, donc ce qui crée une masse de photos en circulation colossale, donc qui se chiffre en dizaines, voire en centaines de millions de photographies au niveau mondial et même au niveau national. À l'inverse, les messageries instantanées, la boîte mail, évidemment, sont moins utilisées puisque ce n'est pas le principal intérêt de ces outils pour partager des photos. Et donc, pour conclure cette première partie, ce que l'on voit, c'est les différents types de réseaux sociaux, évidemment, qui sont utilisés pour partager des photos. La galaxie Meta, avec Facebook et Instagram, sont les premiers réseaux sociaux utilisés pour publier des photos trouvées sur Internet. Donc, là aussi, je réinsiste, que ce soit des photos produites par les internautes eux-mêmes ou protégées par du droit d'auteur qu'on a pu trouver et que l'on reforward, que l'on retransmet, donc un point important. YouTube aussi peut apparaître comme une plateforme, comme un fournisseur de services de partage de contenu utilisé aussi pour transmettre des photos. Il n'y a pas que des vidéos sur YouTube. Et Pinterest, je l'ai déjà évoqué comme plateforme inspirationnelle. Les autres services sont un peu moins utilisés, sont plus utilisés à la rigueur pour publier des photos, que ce soit Snap ou Twitter. Par contre, le sont un peu moins pour rechercher des photos. Donc c'est l'axe d'Abscis. Donc c'est plus des photos où l'on publie, mais on n'a pas le réflexe de chercher. C'est pas une banque d'images Snap ou Twitter, à l'inverse d'un Facebook ou d'un Instagram, d'un Pinterest ou d'un YouTube. YouTube étant même quasiment un moteur de recherche, finalement, la porte d'accès sur Internet, et non pas Google pour les plus jeunes générations. C'est le genre de choses qu'on a pu observer dans le cadre d'autres études sur les pratiques culturelles dématérialisées au sein de l'ARCOM.
YouTube en tant que remplaçant de Google pour on va dire, les moins de 20 ou 25 ans. Donc une fois qu'on a fait ce panorama des usages, et donc de dire que tout le monde accède à des photos, qu'en est-il de ce marché? Ce marché alors, est en mutation, on va le voir. Alors pour reprendre, je passerai peut-être un peu plus vite la segmentation, parce que je pense que beaucoup de gens parmi vous la connaissent, et donc nous sommes repartis de la segmentation qui a plutôt cours et qui peut être utilisée dans d'autres études comme celle de Madame Laurence Franceschini. On a découpé donc le marché en 4 grands segments: la photographie sociale ou les services photographiés aux particuliers, donc la photographie réalisée par les professionnels dans un cadre d'usage privé ou domestique, les photomatons, etc. Donc des usages qui ne dépendent pas du droit d'auteur, donc des photos où il n'y a pas de droit d'auteur comme les autres. Enfin, plus exactement, il pourrait y avoir une cession de droit d'auteur sous-entendu lorsque vous faites par exemple des photos de mariage. La photographie d'information, donc le travail journalistique avec des activités de photojournaliste, de photoreporter. La photographie artistique ou de création qui inclut la commande publique, on y reviendra, donc la photographie d'art dans son acceptation juridique et l'édition de livres de photos d'art, qui regroupe, voilà, dans un sens plus large, la photo artistique ou de création, et également la commande publique de photographie. Et enfin, dernier segment, la photographie d'illustration, qui permet l'illustration de produits, de concepts, de services, qui s'adresse à un large spectre de secteurs qu'on peut regrouper aussi, ce dernier point, donc toute photo de communication d'entreprise sous un photo on va dire photo d'entreprise, ou dite corporate aussi en tant que segment. L'étude réalisée par l'ARCOM, en fait, c'est particulièrement intéressé en fait à ce périmètre, à ces 3 derniers segments. C'est la photographie qu'on a qualifiée de diffusion, qui font l'objet d'une exploitation commerciale par des tiers, et nous n'avons pas creusé plus les usages de la photographie sociale ou les services photographiques aux particuliers. Là aussi, peut-être sans rentrer dans le détail, l'étude, le volet économique de l'étude le précisera plus. En fait, pour bien comprendre, c'est plutôt là pour vous donner un peu le mode d'emploi ou les règles qui ont permis d'évaluer le marché, le poids financier que représente le secteur de la photo. On est rentré à la fois d'une approche de bas vers le haut et de haut vers le bas, en détaillant les différents segments, les différents segments qui composent, les différentes briques plus exactement, qui composent la chaîne de valeur du marché de la photographie, donc avec évidemment en amont l'équipement, qui comprend les fabricants d'appareils photo numériques, argentiques, etc., et aussi les fournisseurs de bornes automatiques. Le circuit de la création, donc, qui comprend toute la conception de photographie, la prise de vue, la sélection des tirages, et aussi tout ce qui est retouche de photos, qui aujourd'hui est complètement évidemment intégré dans le travail artistique des photographes. La notion de tirage recoupe les laboratoires professionnels, les entreprises qui proposent les tirages aussi en ligne pour les particuliers. Le point qu'on essaie de creuser plus, c'est évidemment la notion d'agrégation et de distribution, par le biais et de la veille documentaire et des entretiens auprès des différents professionnels que l'on a pu faire. On se rend compte de l'importance de ce secteur de l'agrégation, de la distribution, avec des intermédiaires qu'on peut qualifier de B2B, business to business, qui commercialisent à la fois des stocks d'archives, qui emploient ou représentent des photographes pour des activités de production, qui intègrent aussi les banques d'images, et aussi des services dits de microstock. Ce que l'on voit aussi, c'est que la notion d'agrégation dans ce grand champ de la distribution agrège aussi des services de type Pixpalace ou l'agence online, qui agrègent des photothèques ou des banques d'images ou des services photographiques. Donc on se rend compte, on aperçoit des nouveaux intervenants dans la chaîne, avec donc des acteurs qui peuvent être hybrides ou intégrés. Enfin, le secteur de la diffusion, c'est la commercialisation, la diffusion directe des photos, que ce soit auprès des professionnels ou des particuliers, avec des
avec je pense à des entreprises comme Yellow Corner par exemple pour la diffusion auprès du grand public. Donc cette analyse de l'écosystème nous a permis de bien quantifier chaque marché et le marché global. Donc on est arrivé, nos différentes estimations nous ont permis d'évaluer ce marché complet environ 1,4 milliard d'euros en 2020, donc 1,370 millions, 1,37 milliard pour être très précis. Donc en 2020, on est sur des données hors Covid, hein. On sait bien que les années 2021 a été une année particulière. Donc un marché dont on voit que la photographie sociale est le plus important. Si on ne compte pas ce marché de la photographie sociale, donc les trois segments consacrés qui relèvent aussi de la diffusion commerciale ou du droit d'auteur, donc pèsent pour 830 millions d'euros, avec en premier lieu la photographie d'illustration pour 430 millions d'euros, qui est le segment le plus dynamique, dont quasiment la moitié, 43% de ce montant, de ces 430 millions d'euros, est attribué au marché dit corporate, donc le marché d'entreprise. Et on sait qu'il est d'autant plus important qu'il est dynamique, il est en croissance. Et d'ailleurs, différents entretiens nous ont montré que les photographes ont tendance aussi à diversifier leur contenu et à tendre aussi vers de la photographie d'illustration auprès des entreprises. Ensuite, c'est un quart de publicité et un tiers environ d'édition. La photographie artistique, pour 260 millions d'euros, est aussi fortement tirée par la commande publique, qui pèse 38% de ce segment. Et ensuite, on pèse pour 28% le marché des livres d'art, 22% le marché des tirages, et dans une moindre mesure, pour 12% le marché de la décoration. Et enfin, la photographie d'information, donc 140 millions, qui est le secteur aujourd'hui qui pèse le moins, est composé à 80% par des agences photo, par le poids des agences photo, et la commande directe des éditeurs de presse qui pèse environ pour 20%. Ce marché de la photographie, c'est un secteur en mutation, on le sait, et c'est dû à trois grandes tendances. Le premier, que j'ai déjà évoqué rapidement en introduction, c'est la facilitation de la prise de vue. Depuis une dizaine d'années, évidemment, le remplacement des appareils photo analogiques par le numérique a permis de faire exploser le nombre de photos, et là je pense aux particuliers, pas tant aux professionnels évidemment qu'aux particuliers, mais ça a aussi joué évidemment pour les professionnels avec une baisse du prix des équipements, avec un prix divisé par 2 entre 2003 et 2019. Et donc, et aussi le troisième point, c'est le taux d'équipement des ménages en très forte hausse en smartphone, donc qui participe de cette explosion de la production de photos, puisque le frein à la production est vraiment fortement levé. Le deuxième point, c'est la hausse des besoins de contenu visuel. Donc finalement, à la fois la demande, l'offre plus exactement d'un côté, la facilitation de la prise de vue, c'est une augmentation de l'offre de photos sur le marché, et la hausse des besoins, dans une hausse de la demande, avec une croissance soutenue du secteur du e-commerce, de la publicité digitale qui a énormément cru ces 10-15 dernières années. Et vous le voyez avec le chiffre d'affaires du e-commerce qui a été multiplié par quasiment 4 entre 2010 et 2020 pour peser aujourd'hui 112 milliards d'euros. Et une croissance de la publicité digitale de plus de 10%. Et le dernier point déjà évoqué, la rapidité accrue de la diffusion des images, donc avec la facilité de circulation des images via les réseaux sociaux, donc 100 millions de photos et de vidéos publiées au quotidien sur Instagram, donc là, ce qui montre bien que la base de photographie aujourd'hui accessible, et ce chiffre en quasiment en milliards, et non plus en centaines de millions. Et on l'a vu tout à l'heure, 31% des internautes partagent des photos sur les réseaux sociaux. Donc vous avez un écosystème aujourd'hui, ou plus exactement toutes les conditions industrielles, technologiques pour favoriser une très très large diffusion de la photographie. Ce qui fait que ce secteur de la photographie est contraint avec une pression économique toujours plus forte. D'un côté, qui a été évidemment longtemps un des piliers forts évidemment de la demande de photos, le segment de la presse qui est toujours en quête d'un modèle économique soutenable, puisque la presse écrite
a vu en 10 ans ses revenus baisser de 37%. Et on sait que depuis même 15-20 ans, la presse, que ce soit la PQN, la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale, mais aussi la presse magazine, subit des effets générationnels négatifs, chaque nouvelle génération ayant tendance à lire un peu moins que la précédente, la presse payante papier. Je précise bien papier payante. Les choses sont un peu différentes en ligne, mais les journaux n'ont pas encore tous trouvé la martingale ou le bon modèle économique en version payante en ligne. Donc une baisse forte avec l'impact du Covid. Il y a eu 23% de baisse du chiffre d'affaires du secteur de la photo en 2020 dû au Covid, ce qui amène évidemment une explosion du numérique, une contraction des budgets qui suscite une recomposition de l'écosystème, avec par ailleurs une pression accrue sur les prix dans les entreprises, puisque même s'il y a une évolution, évidemment, une progression de la demande de photos, il y a quand même une pression évidemment sur les prix. Tous les entretiens nous ont fait remonter dans le cadre de cette étude que les nouveaux commanditaires, évidemment, ont tiré les prix vers le bas, puisque face à un marché pléthorique, la tentation est évidemment grande de tirer vers le bas. Ce qui fait que ce qui ressortait d'ailleurs de l'étude du CEREC de 2015, c'est que les photographes sont de plus en plus multi-activités. Donc c'était déjà en 2015 que le rapport du CEREC relevait que les photographes avaient en moyenne 3,5 métiers liés à la photographie. Et donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, aller de plus en plus aussi vers le segment du corporate, de la publicité, de l'image, de la photographie d'entreprise, qui est aujourd'hui en forte croissance. Donc une sorte d'effet ciseau, en plus, puisque d'après le rapport Racine, entre 2001 et 2017, on assistait à une progression du nombre de photographes de 58% et dans le même temps une baisse des revenus de 18%. Donc un effet ciseau, évidemment, au détriment des photographes et de l'ensemble du secteur. Pour finir, peut-être, s'il me reste 5 minutes, dernier point, c'est un besoin de sensibilisation aux droits d'auteur. Donc une fois qu'on voit les internautes partagent énormément de photos, publient énormément de photos, nous avons un marché, un écosystème complexe, plutôt tiré, sous contrainte, avec à la fois une demande de professionnels de photos qui progresse, mais avec des prix tirés vers le bas, et la question évidemment du droit d'auteur qui nous concerne particulièrement à l'ARCOM, évidemment. Donc ce que l'on peut voir, c'est qu'un besoin de sensibilisation fort. Aujourd'hui, les représentations du droit d'auteur en matière de photographie pour les internautes diffèrent de celles associées à d'autres biens culturels, que ce soit la musique ou le film, série, le secteur de l'audiovisuel au sens large. Ça, c'est des choses qu'on a pu voir dans de multiples études. C'est que autant le rapport à l'auteur est bien compris, c'est pas pour autant qu'il est respecté toujours pour les biens, que ce soit la musique ou les films, autant pour la photographie, le rapport à l'auteur et le fait de comprendre qu'une photo, c'est un auteur derrière, c'est un artiste, un photographe, et que donc il y a du droit d'auteur, on sent qu'il y a le chemin est plus long à parcourir pour les internautes. C'est le fait aussi peut-être d'avoir une multiplication, d'être confronté sans cesse à des images, à cette tendance un peu à dévaloriser en termes de perception d'œuvres d'art. Donc de cette banalisation de la photo implique une plus grande distance en fait au droit d'auteur. Donc c'est une mise à distance dans les usages courants, voilà un verbatim. Oui, dans la mesure où je ne publie rien, je garde tout ça pour moi, je n'utilise pas à des fins financières, donc je ne me sens pas vraiment concerné. Le sentiment que les sanctions, si on ne respectait pas le droit d'auteur, c'est pas vraiment comme les vidéos. Voilà, je ne pense pas qu'il existe de contrôle des institutions. La réponse est fausse. Non, il existe un contrôle des institutions. On parle moins de la propriété de l'image pour les photos, donc on sent qu'il y a tout un champ de sensibilisation auprès du grand public, de tout un chacun, à faire pour dire oui, la photo est une œuvre d'art protégée par le droit d'auteur comme les autres, au même titre que le film, que la musique, que le livre ou les jeux vidéo, aussi pour citer d'autres biens protégés par le droit d'auteur.
Cette notion de droit d'auteur aussi comporterait presque deux régimes de régulation aux yeux des utilisateurs. Alors d'un côté, il y a l'image de la régulation dure pour les usages professionnels. Il y a toujours de toute manière les pros, enfin c'est toujours moi et les autres, de toute manière dans le rapport au droit d'auteur, quel que soit le secteur. Les internautes et tout un chacun, on est toujours assez facile, on trouve toujours des bonnes excuses pour se dédouaner. Donc les usages professionnels, donc commerciaux, évidemment, sont via les autorités publiques. Alors là, on a l'idée d'une régulation dure. À l'inverse, pour les particuliers, on perçoit une régulation donc plus douce, et je ne dirais pas souple, avec une forme d'autorégulation de la part des utilisateurs, le contrôle direct de la part des plateformes, et ça on y reviendra évidemment en conclusion, c'est un point extrêmement important. Donc ce serait contrôlé par les CGU, les conditions générales d'utilisation, typiquement voilà, une consultante digitale, donc quand même assez, une utilisatrice donc assez avertie, qui a quand même contacté un site internet OnlyFans parce que ses photos avaient été volées. Elle est quand même allée voir la police. On m'a dit que les plaintes numériques, c'était le mardi, mais donc là, vous voyez quand même quelqu'un d'assez avancé. Donc, on est face à des applications, à des perceptions très subjectives. C'est quand même assez intéressant de voir que cette personne est quand même allée faire une déclaration auprès de la police pour un vol de photos numériques. Je tiens à dire que le parquet numérique peut être quand même extrêmement réactif sur certains sujets. Ces internautes, néanmoins, en dépit du fait qu'ils ont une conscience parfois floue de droits d'auteur et photos, essayent quand même de bien faire, puisque les 2/3 déclarent essayer d'avoir au moins une des 3 pratiques que l'on peut qualifier de bonnes pratiques, de pratiques responsables, plus exactement, même si c'est pas toujours juste, mais 36% déclarent d'accréditer la photo, 33% vérifient que la photo est tombée dans le domaine public, un quart quand même déclare demander préalablement l'autorisation de l'auteur pour publier une photo. Donc c'est quand même plutôt un bon signal, mais seulement 2% mettent au moins en œuvre les 2 pratiques. Donc il y a quand même un premier chemin qui est plutôt positif. Et d'ailleurs, au final, 83% des internautes se disent attachés au droit d'auteur. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, même si 81% estiment qu'il est difficile de connaître les pratiques respectueuses du droit d'auteur. Donc là aussi, on sent qu'on a un vrai besoin d'éducation, de sensibilisation. Et lorsqu'on interroge les internautes sur ce qui pourrait être utile, ce qui pourrait les aider à être davantage respectueux du droit d'auteur dans le cadre de leur utilisation de photographiques, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent des messages de prévention indiquant les restrictions d'utilisation. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec une photo? Une plus grande clarté quant aux droits associés à chaque image disponible sur Internet. Est-ce qu'une image est bien disponible sur Internet? Est-ce que c'est bien libre de droit, complètement libre de droit ou pas? Quelles sont les règles à respecter sur les plateformes, sur les sites ou sur les services? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire finalement? Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? La mise à disposition sur les réseaux sociaux ou les plateformes de partage d'un catalogue de photos libres de droit. Il y a toujours cette notion de photos libres de droit qui revient, puisqu'il y a toujours un grand besoin de photographie. On l'a vu, que ce soit pour illustrer des rapports professionnels, étudiants, universitaires, etc. Donc la notion de libre de droit, évidemment, toujours très fortement à l'esprit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un vrai besoin de sensibilisation, puisqu'il y a un flou, et qu'au final, il y a quand même une bonne volonté de la part des internautes. Si ça ne coûte rien, évidemment, puisqu'on a vu tout à l'heure que la très grande majorité des internautes ne payent pas et ont un accès gratuit. Donc, pour conclure en 2 pages, quels enjeux tirer, et quels enjeux plus exactement l'ARCOM a pu tirer de cette étude sur le spectre qui est le nôtre, qui est celui de l'ARCOM, donc le respect du droit d'auteur et la lutte contre les pratiques non respectueuses du droit d'auteur. Donc 2 enjeux qui sont liés évidemment à la transposition de l'article 17 de la directive droit d'auteur, dont l'ARCOM a la charge, ou plus exactement dont l'ARCOM évalue la transposition.
un enjeu fort en fait, de protection des photos, et au-delà de la protection, même de l'identification, l'enjeu des métadonnées, qui, je pense, que vous connaissez tous évidemment. 40% des internautes nous ont déclaré avoir déjà entendu parler des métadonnées. 16% déclarent savoir ce que c'est exactement, 27% en ont un peu entendu parler. Parmi ces 40%, ceux qui connaissent les métadonnées, 55% nous déclarent avoir déjà consulté les métadonnées d'une photo trouvée sur Internet, soit 9% des internautes. Ce qui est à la fois, ce qui est finalement plutôt important de se dire que la moitié des internautes qui nous déclarent savoir ce que c'est ont déjà vérifié ces métadonnées. Et enfin, parmi ceux qui connaissent aussi les métadonnées, 39% ont déjà supprimé ces métadonnées, soit 6%, pour différentes raisons, ont pu les avoir supprimées. On le sait, je pense que c'est certainement un sujet qui sera évoqué tout à l'heure, que ce soit par Madame Laurence Franceschini ou à l'occasion de la table ronde suivante. Cette question des métadonnées est extrêmement importante, puisque une étude réalisée par Imatag il y a quelques années montrait et évaluait à 85% le taux de photographies qui circulent sans métadonnées, donc sans possibilité d'identifier les ayants droit. Donc ça, c'est un premier enjeu de protection, mais surtout d'identification de des photographies. Et pourquoi les identifier? Puisque ça permettra évidemment de monétiser. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a un manque de maturité, de sensibilisation des acteurs du secteur et du public sur la question des métadonnées. Donc mettre en avant les bonnes pratiques, les éditeurs et diffuseurs qui écrasent souvent la quasi-totalité des métadonnées. Et plus largement, ces métadonnées ne sont qu'une des mesures techniques d'identification, de protection, de traçage, d'identification des œuvres. Donc c'est véritablement un enjeu important, parce qu'identifier les photographies sur les réseaux sociaux, et on a vu qu'elles sont extrêmement diffusées sur les réseaux sociaux, ça peut être un moyen évidemment de les monétiser et d'avoir des revenus complémentaires pour le secteur de la photographie. Et un deuxième point, un deuxième chantier qu'on a identifié, c'est évidemment le constat d'utilisation frauduleuse. Ces recours en cas de constat d'utilisation frauduleuse qui est encore faible. Les taux de recouvrement sont faibles, entre 15 à 20% des dossiers en moyenne. L'utilisation non autorisée de photos, lutter contre cette utilisation, c'est un coût élevé. Ce sont des processus longs pour des paiements faibles. Donc qui n'incite pas à des recours systématiques. Donc on voit bien qu'il y a un rapport déséquilibré entre les photographes, les diffuseurs, et donc un des nœuds en tout cas identifié par l'ARCOM dans le cadre de cette étude, c'est la bonne identification, le suivi de la diffusion de ces photographies sur les réseaux sociaux au sens large, et donc qui fait l'objet d'une mission dont on parlera certainement, donc d'enquête pour évaluer la perception et l'utilisation, le recours à ces outils d'identification des contenus sur les plateformes de partage de contenus. Et j'en ai fini sur ce sujet. Merci beaucoup pour votre attention.